Cet homme s'appelle Mbap Senghor. L'un des visages d'un des pires drames de l'histoire coloniale française. Le 1er décembre 1944, 35 tirailleurs sénégalais sont déclarés morts après des échanges de coups de feu dans le camp de Thiaroye, à 15 km à l'est de Dakar. Selon le récit officiel, l'armée française a dû faire face à une mutinerie. Une thèse contestée par des familles de victimes. La France a tué mon père et ses camarades. Je cherche la reconnaissance des faits, tout simplement. Et par des historiens. Certains décrivent un massacre prémédité et parlent d'un bilan beaucoup plus lourd, avec des centaines de morts. Pendant 80 ans, la France a campé sur sa version des événements. La part d'ombre de notre histoire, c'est aussi la répression sanglante qui, en 1944, au camp de Thiaroye, provoqua la mort de 35 soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. L'un des crimes les plus odieux et les plus crapuleux de la France s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroye. Qui dit vrai ? Et que s'est-il passé au camp de Thiaroye ce jour-là ? 80 ans plus tard, l'analyse détaillée des rapports d'officiers, les témoignages et des archives rares éclairent les événements. Contre-enquête inédite, au plus près de la vérité. 1944. La guerre touche à sa fin. Plus de 130 000 soldats des colonies d'Afrique, les tirailleurs, ont été envoyés combattre pour la France. Les premiers rapatriés reviennent le 21 novembre 1944 au port de Dakar. Ils doivent être démobilisés dans un campement à l'est de la ville, à Thiaroye. Tous sont des anciens prisonniers des camps allemands en France, les Frontstalag. Depuis leur départ de métropole, les tirailleurs sont en colère. Nous voulons l'indemnité de combat de 10 francs par jour, pendant toute la durée de notre captivité. Comme tout soldat français, les tirailleurs réclament leur solde, leur salaire dans le jargon militaire. Mais rien ne leur est versé. Ces soldats africains ont profondément évolué, finalement n'ont plus vécu sous la discipline militaire française pendant 4 ans. L'armée au retour ne comprend pas. Et effectivement, cette évolution est perçue à la fois comme une menace pour l'ordre colonial, et donc ils sont aussi perçus comme une menace pour la souveraineté française finalement, autour de Dakar. Le 28 novembre 1944, 500 soldats sont attendus à la gare. Ils doivent prendre un train pour Bamako, afin de rentrer chez eux. Mais ils refusent de quitter le camp sans avoir été payés. L'armée française dit craindre une mutinerie. Ma conviction était formelle. Tout le détachement était en rébellion. Il était nécessaire de rétablir l'obéissance et la discipline par d'autres moyens que le discours et la persuasion. L'état-major français décide alors d'une démonstration très importante de force. Pour comprendre les tragiques événements qui suivront, nous avons reconstitué les lieux à partir de ces plans du camp récupérés dans les archives militaires. Nous avons également eu accès aux rapports des officiers français rédigés après le drame. Ce matin du 1er décembre 1944, il fait encore nuit quand des premières unités armées se positionnent aux abords du camp. Les tirailleurs dorment encore, installés dans ces baraques. Au petit matin, on leur ordonne de rejoindre l'esplanade centrale. Pour mater ce qu'ils considèrent être une rébellion, les autorités militaires ont réquisitionné 1 millier de soldats, des Africains, la plupart rapatriés de Saint-Louis, à plus de 250 km de Dakar. À leur côté, 120 soldats et officiers français. Sur l'esplanade, les tirailleurs du camp patientent. Certains espèrent une bonne nouvelle concernant leur salaire. Quelques-uns sont venus armés. Poignards, couteaux de chasse ou baïonnettes, selon le rapport d'enquête. Un groupe de gendarmerie à cheval est positionné entre la voie ferrée et la grande route. Objectif, empêcher les tirailleurs en colère de quitter le périmètre. À 7 heures, 3 automitrailleuses, un char et 2 engins blindés Half-Track avancent par l'entrée principale au sud du camp, sans bruit et dans le calme le plus absolu. Les mitrailleuses sont positionnées à l'ouest. À 7h15,
le lieutenant-colonel Lebert se rend sur l'esplanade. Devant lui ont été rassemblés entre 800 et 1 millier de tirailleurs. Je fais sonner le garde à vous. Les tirailleurs me rient au nez, m'insultent, se montrent de plus en plus menaçants. Le colonel Carbillet, le plus haut gradé présent ce jour-là, écrit « La situation est excessivement mouvante. Des meneurs incitent les éléments sains à la désobéissance. » Que s'est-il passé ensuite ? Nous sommes là au cœur de l'affaire de Thiaroye et de ses mystères. Il y a d'abord la version de l'état-major français. Dans leur rapport, les officiers disent avoir subi des menaces. Nous sommes restés revolver au poing face aux indigènes de plus en plus menaçants. 2 sections sont submergées et dans une situation critique. À 9h20, le lieutenant-colonel Lebert aurait quitté l'esplanade pour se positionner à l'ouest du camp provisoire. Une salve aurait été tirée en l'air. Je sens qu'il n'y a plus rien à faire. Cela fait 2h30 que nous perdons la face. À 9h30, ordre est donné aux soldats français de faire usage des mitrailleuses. Le feu dure 10 à 15 secondes. Sur l'esplanade, certains tirailleurs se couchent, d'autres restent debout. Selon ce rapport, 3 mutins tombent devant les baraques. L'opération se poursuit. Le capitaine Marcoux reçoit l'ordre de réduire les irréductibles de 4 baraques. Quand le calme revient sur le camp, 35 tirailleurs sont morts selon un des rapports de l'époque. Voilà pour la version officielle. Mais dit-elle toute la vérité ? Nous avons repris les archives disponibles et consulté 3 historiens. Tous ne partagent pas le même avis. Pour tenter de percer les secrets de Thiaroye, il faut remonter quelques jours avant la fusillade, à 4000 km de là, au port de Morlaix, en Bretagne. Le 4 novembre 1944, selon plusieurs documents, entre 1950 et 2000 tirailleurs doivent embarquer pour rentrer en Afrique. La situation est tendue. Cela fait plusieurs jours que les soldats réclament leurs arriérés de solde. 315 hommes refusent d'embarquer. Ils sont donc plus de 1600 à prendre la mer. Pourtant, ces documents annoncent 1300 tirailleurs à l'arrivée à Dakar. Pour Armel Mabon, il y a eu manipulation des chiffres. Les autorités ont fait croire que 400 avaient refusé aussi de monter à bord après l'escale de Casablanca. C'est un mensonge pour camoufler le nombre de victimes, donc entre 300 et 400. Au cœur de l'affaire Thiaroye, les zones d'ombre sont nombreuses et les documents de l'époque souvent imprécis, voire contradictoires. Aucun officier dit la même chose. Ça a été commandé pour des écrits sur ordre. Ils n'arrivaient pas à se concerter pour faire un récit tout à fait logique et homogène. On est sur une intervention armée, une opération de type de maintien de l'ordre, sur un espace qui est vaste. Et donc, évidemment, on a des sons de cloche différents. Il y a plusieurs choses qui nous font penser qu'on est dans une manipulation de l'archive, toute une série de mensonges qui apparaissent au fur et à mesure, en disant en fait que ce sont les tirailleurs qui ont commencé à attaquer le service d'ordre. Qui a tiré le premier et à quelle heure ? Vers où étaient dirigés les tirs ? Les tirailleurs étaient-ils armés ? Là aussi, les 17 rapports que nous avons consultés manquent de précision. Mais des témoignages de soldats sont sans appel. J'ai aperçu une automitrailleuse à une centaine de mètres des baraquements. Elle a tiré 2 rafales. Le lieutenant Salomon, qui commandait les véhicules mitrailleuses, a donné l'ordre de tirer sur les baraquements. On a ouvert le feu sur les rebelles. Vers 9h35, le feu recommence. Les hommes tombent, se relèvent, s'enfuient vers l'intérieur des baraques. Une nouvelle rafale, suivie d'autres, éclate. Le colonel Carbillet écrit que 508 cartouches ont été tirées. 150 cartouches tirées par des automitrailleuses et un total de 508 cartouches sur une foule compacte. Ça nous incite à penser qu'on est sur un carnage d'une grande ampleur. L'ordre est de tirer sur les toits des baraques. Donc si on n'a pas un tel ratio, une cartouche, un mort, c'est parce que, évidemment, certains n'ont pas tiré sur les hommes.
reste une question essentielle. L'hécatombe était-elle un massacre prémédité ? Dans cette lettre de 1972, un officier présent lors du drame écrit que le lieutenant-colonel Lebert avait reçu mission de réduire les mutins. Réduire les mutins, en termes militaires, ça veut bien dire que c'est une opération de tir qui a été programmée. Si on avait vraiment prémédité la chose, il y avait des moyens encore plus conséquents qu'on aurait pu mobiliser. Je pense à l'artillerie, par exemple. Dans les rapports, on parle de démonstration de force pour montrer que on ne laissera pas passer une telle insurrection. Dans les rapports, les tirailleurs sont présentés comme des soldats revendicateurs, moins malléables qu'avant la guerre. Ils viennent à la colonie avec l'idée bien arrêtée d'être les maîtres. Les tirailleurs sont présentés comme de mauvais évolués, à la mentalité dangereuse, des désaxés qui auraient été pervertis par la propagande allemande anti-française. Pour moi, ce qui conduit les autorités coloniales à massacrer ces tirailleurs, c'est un mélange de peur complètement irrationnelle, c'est un mélange de racisme exacerbé, c'est un sentiment d'impunité. Il y a aussi la question du vol effectif, de la spoliation des soldats. 4 jours après le drame, le général Dagnan écrit concernant les soldes qu'au 23 novembre, tout fut réglé. Faux, selon le gouverneur de l'Afrique occidentale française, qui écrit au ministre des colonies qu'à l'avenir, les soldes devront être payés en métropole avant l'embarquement. Quelques mois après l'hécatombe de Tiaroy, un officier français est sanctionné. Le seul, le lieutenant-colonel Lebert. Motif ? Mystère. Dans le dossier, la raison de la sanction a été recouverte à l'encre de Chine. Il se peut que c'était le colonel Lebert qui a peut-être fait un excès de zèle. Il a peut-être outrepassé les ordres qui ont été donnés par le général Dagnan. 80 ans après l'hécatombe, la vérité sur Tiaroy est-elle encore possible ? Il nous manque vraiment les archives comme la liste des rapatriés, la liste des déserteurs, bien sûr la liste des victimes, tout le calcul des soldes, et puis il y a la cartographie des fosses communes, parce que vraisemblablement elle a bien été établie. Je suis convaincu que ces archives existent, mais qu'elles sont des archives que j'appelle interdites ou secrètes. Par-delà les zones d'ombre, reste une certitude. Le 1er décembre 1944, l'armée française a tué des dizaines de ses propres hommes.